Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 28e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais que pour prédire le succès d'un projet, on peut jauger la vision, la maturité, la productivité, la détermination et la patience de son auteur, qui sont des facteurs qui finissent par plier la réalité. En ce qui concerne mon projet de vidéo, j'ai toujours des gens de temps en temps qui ne prennent pas en compte ces facteurs, et qui m'envoient des messages comme quoi ça marchera jamais ce que je fais, qui m'envoient des messages comme quoi je n'ai rien pour prouver ce que je dis, je ne suis pas crédible, etc. Des gens qui réfléchissent de manière superficielle, qui pensent que c'est mal parti pour mon projet, et que quand je parle de ma détermination intérieure dans la vidéo, c'est pour me rassurer, parce que j'ai pas beaucoup de vues. Alors que non, j'en parle parce que le pouvoir de la détermination intérieure, indépendamment des circonstances extérieures, c'est un des gros thèmes de ma chaîne. Et ce n'est pas juste du vent. Durant ces 3 dernières années, j'ai mené à bien mon doctorat de sciences cognitives, j'ai écrit une thèse, j'ai donné des cours, j'ai encadré des étudiants, j'ai lu des centaines d'articles scientifiques, j'ai lu des centaines de livres, et j'ai développé le contenu de cette chaîne. Pour cette chaîne, j'ai écrit plus de 600 scripts d'épisodes, et j'en ai tourné et publié pratiquement 200. Déjà, pour arriver en doctorat, il faut avoir un certain niveau de détermination. Pas un si grand niveau, car ça ne veut plus dire grand-chose à notre époque, beaucoup de projets de thèse modernes étant juste une sorte de commande, une sorte de forme de main-d'œuvre, au service des projets d'un directeur. Mais quand même, ça demande un minimum de détermination. Ma thèse, en revanche, a été construite sur un sujet original et personnel, ce qui est plus l'exception que la norme pour une thèse moderne, parce que pour réussir à avoir la liberté de faire ça, tu dois être très convaincant dès la fin de ton master. Elle contient 6 expérimentations utilisant des paradigmes complètement originaux. Et si tu regardes le niveau de programmation des expérimentations, tu verras que c'est très largement au-dessus de ce qui se fait habituellement dans ce domaine. Niveau programmation, c'est dans le top 1% de ce qui se fait en psychologie. La plupart des personnes qui sont en doctorat se focalisent à fond sur leur projet de doctorat. Et c'est vraiment difficile pour elles d'arriver au bout. C'est une épreuve qui les épuise. Donc, arriver à développer un projet en parallèle d'un doctorat, ça veut dire qu'au niveau productivité et charge mentale, tu sais y faire. Et c'est bon signe. D'autant plus que pour moi, ce projet de vidéo a impliqué beaucoup d'heures de pratique pour développer ma compétence orale. Car j'ai beaucoup de travail à ce niveau. Je ne me suis pas lancé là-dedans avec des facilités. Justement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé sans attendre ce projet, dès le début de mon doctorat, en parallèle, c'était pour avoir le temps de déblayer le terrain et gommer ses difficultés. Comme je vous le disais dans l'épisode 25, c'est une stratégie que j'ai répétée plusieurs fois dans ma vie. Et c'est d'ailleurs ce qui donne l'illusion que je suis plus productif que je ne le suis vraiment. La vérité, c'est juste que je viens avec de l'avance, et que cette avance me donne des avantages en cascade. Je n'attends pas la fin d'une étape de ma vie pour avancer sur l'étape d'après. Je commence à préparer l'étape future durant l'étape présente, quitte à sacrifier un peu de mon investissement dans l'étape présente. Parce que je sais qu'on ne peut pas se passer d'expérience, et que ça prend beaucoup de temps et de préparation de rôder le processus et l'infrastructure mentale associée à un projet. C'est quasiment impossible d'aller à pleine vitesse au début d'un nouveau projet, peu importe notre degré de motivation, car on a plein de petites choses à mettre en place. Tu ne peux juste pas improviser ça et espérer que ça se fasse rapidement et efficacement. C'est pour ça que je m'y prends le plus possible en amont pour démarrer des projets. Comme ça, quand c'est vraiment l'heure de passer l'étape suivante dans ma vie, je suis beaucoup plus serein. Beaucoup de choses sont préparées, il y a peu de grosses difficultés à gérer, et donc la transition est beaucoup moins lourde, stressante et difficile. Et cette légèreté me permet de prendre plus de responsabilités. Responsabilités qui vont m'apporter de l'expérience, du développement, etc., etc. Ce parallélisme du développement, ça fait partie de la méthode que j'appelle les processus de développement dirigé. Une méthode optimisée pour maximiser les résultats à l'échelle de la vie tout entière. Cette méthode repose sur l'idée que les développements sont comme des arbres, qui ont besoin de prendre racine, qui mettent du temps à pousser et à maturer. Et que du coup, si on se concentre à faire pousser un arbre avant d'en planter d'autres, alors notre organisation est trop linéaire et fondamentalement inefficiente. Bref, pour en revenir à ma détermination, tu rajoutes à ça que je ne suis pas juste un geek qui reste coincé dans sa tête. Je m'entraîne physiquement tous les jours. Mon corps est largement plus développé que la moyenne. Je sais bien me battre et je ne connais personne qui a des coups de pied retournés plus puissants que les miens. Je ne suis probablement pas le type le plus déterminé et patient du monde, mais je suis plus déterminé et patient que n'importe qui que je connais. Mon éthique de travail est juste ultra bourrine.
Ça fait tellement longtemps que je la développe et que j'essaie de la faire passer au niveau supérieur. Je suis super constant dans la quantité de travail que je fais chaque jour. Et j'ai toujours envie de plus. Parce qu'il y a tellement plus à faire et que le temps est compté. Et je ne vous dis pas tellement ça pour me le raconter. Non, déjà parce que je suis loin d'avoir une éthique de travail sans faille. Mon point fort, c'est d'être quasiment toujours actif. Je suis quasiment toujours en train de rechercher ou développer quelque chose. Je déteste ralentir. J'aime quand ça va vite et qu'il n'y a pas de temps mort. Mais cela dit, je suis assez dispersé dans mes activités et mes engagements. Il m'arrive souvent de ne plus vouloir faire certaines choses, d'en être lassé, d'aller à reculons pour ces choses, et même de les mettre en pause. Alors que, rationnellement, ça serait bien que je continue d'avancer sur ces choses, comme une machine, pour créer un système bien huilé. Mais ça m'est très difficile. Je me lasse assez vite, et j'ai tendance à avoir une motivation sélective et non générale. J'ai besoin de variété dans ce que je fais. Ce qui donne l'illusion que je fais beaucoup de choses, mais la vérité c'est que je fais beaucoup de choses parce que c'est plus facile pour moi de faire beaucoup de choses. Si je faisais 2 fois moins de projets, je ne serais pas 2 fois plus productif sur les projets qui me restent. Non, si j'ai pas le droit de varier, ma motivation et ma productivité en prendraient un gros coup. J'aurais bien du mal à faire tous les jours la même chose pendant des mois et des mois comme une machine. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise la méthode des processus de développement dirigé. Je prends des pauses tout en continuant de passer à l'action. Je change juste le type de processus, d'action, de projet ou de sujet sur lequel je travaille. Je fais du batching, dans le sens où je ne répète pas à l'infini une structure de journée type ou même une structure de semaine type, comme le font beaucoup de personnes. Non, je vais avoir une semaine où je vais faire à fond tel truc, une autre où je ferai à fond tel autre truc, etc. Ce qui fait que je prends des vacances de certaines activités. Il y a quand même des activités que je répète tous les jours et toutes les semaines, mais ce ne sont pas les activités qui prennent des heures et des heures dans mes journées. C'est plus des activités qui prennent maximum 1 heure. Au-delà de ça, il m'arrive quand même aussi plus souvent que je le souhaiterais de ne pas être d'humeur, de ne pas me sentir énergique, d'avoir des difficultés à me concentrer, de ne pas avancer efficacement, de ne pas être à la hauteur, etc. Des phases pas très glorieuses, mais que j'ai appris à accepter d'avoir de temps en temps. On peut pas toujours être à fond, il faut l'accepter. Même si j'essaie de comprendre à la source pourquoi j'ai ces phases, afin de les prévenir autant que possible. Accepter, oui, se complaire, non. Je ne crois pas au hasard. Il y a toujours des paramètres et autres facteurs qui expliquent nos variations d'énergie. Ce qui m'énerve par contre, c'est quand je suis dans de mauvais jours, plutôt que de décrocher et m'engager dans une récupération constructive de qualité, il m'arrive de perdre mon temps à faire des trucs de basse qualité, n'ayant aucun intérêt si ce n'est la promesse de déclencher des petits hits de dopamine. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille encore. Mais c'est assez délicat car en général, quand on est dans de mauvais jours, c'est notre petit moi qui est en contrôle. Et c'est pour ça qu'on fait de la merde. Bref, donc, je ne vous dis pas tellement tout ça sur ma détermination pour me la raconter. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez qu'il ne faut pas le prendre personnellement si les gens ne croient pas en vous et en vos projets. Ne vous dites pas que c'est peut-être vrai et que vous êtes sûrement voué à ne pas réussir. Ne vous dites pas que si vous aviez tout pour réussir, les gens le reconnaîtraient. Peu importe ce que vous faites, peu importe le potentiel que vous avez, certaines personnes ne croiront jamais en vous. Il ne faut pas s'en soucier. Et surtout, il ne faut pas en dépendre. Si vous avez besoin que les gens reconnaissent votre travail pour travailler, et pour être fier de travailler, non seulement ça va vous rendre misérable, mais en plus ça va parasiter votre évolution. Parce que comme je vous l'expliquais dans l'épisode 136, ce qui conditionne la détermination et la productivité, c'est la surcharge progressive. Comme en musculation. J'étais très loin d'avoir le niveau de détermination et de productivité que j'ai maintenant il y a plus de 10 ans. D'année en année, c'est monté un peu avec la pratique. Comme des fruits dans un jardin, ça se cultive. Je n'aurais pas pu directement être confortable à ce niveau sans m'y habituer progressivement. Et donc, si vous voulez vous améliorer à ce niveau, il ne faut pas que quelque chose comme le besoin de reconnaissance externe conditionne et parasite votre pratique. C'est toxique. Tirez votre fierté de l'intérieur et non de l'extérieur. En ce qui me concerne, les personnes qui croient que ma détermination intérieure, c'est du flan, et que je me fais le moindre doute dans ma tête, je les trouve vraiment pas très perspicaces. Car encore une fois, une très grosse partie de mon contenu tourne autour du pouvoir de la détermination intérieure et de la sérénité d'esprit indépendamment des circonstances extérieures. Ce qui veut dire que pour moi, c'est bien de pas avoir des tas de vues durant les premières années de ma chaîne, parce que de un, ça me permet d'être sûr d'éviter de rentrer dans le cercle vicieux et addictif de la reconnaissance externe. Confère épisode 183. Et de deux, parce que ça me permet de vous prouver que je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Certaines personnes m'ont envoyé des messages pour savoir pourquoi on devrait croire ce que je dis.
parce que je ne suis pas connu, j'ai pas beaucoup de vues, etc. Sans réaliser qu'ils devraient justement me croire pour ça. Avec ma chaîne, je montre un exemple concret du pouvoir de la détermination intérieure et de la sérénité, indépendamment des facteurs externes. Vous ne pourriez pas savoir si tout ce que je vous dis sur la patience, la vision, la focalisation sur le processus, l'indépendance envers les résultats, etc. marche vraiment si ma chaîne avait décollé rapidement. Parce qu'on aurait pu expliquer mon engagement, ma productivité et le décollage des résultats par un facteur externe. Et se dire que si on n'a pas ce facteur externe de notre côté, alors on est en droit de se désengager, et notre désengagement sera la faute de l'absence de ce facteur externe. Alors que là, ça fait plus de 3 ans que j'ai commencé à publier régulièrement des vidéos, et vu la progression lente et stable des vues du contenu que je produis, c'est très difficile de dénier que cette évolution n'a rien à voir avec des facteurs extérieurs à mon engagement. Pour le nombre d'abonnés dans les derniers mois, c'est différent parce qu'il y a eu des vidéos Raoult qui ne font pas partie du contenu que je produis moi et qui ont fait un gros levier temporaire dessus. Mais ça n'a pas spécialement eu de levier sur l'évolution de l'audience du contenu que je produis moi. Bref, le contenu que je produis ne va pas décoller tout seul. C'est moi qui vais le faire décoller, lentement mais sûrement, à mesure que je le construis et que je l'étoffe. Je n'ai pas besoin de chance à l'extérieur. Je vais créer ma propre chance. Je suis parfaitement honnête quand je dis que je pense être inarrêtable. C'est inconcevable pour moi de m'arrêter. Je pourrais avoir 100 fois moins de vues que ça ne me ralentirait pas d'un poil dans mon travail. Parce qu'il n'y a rien d'autre que je valorise plus à faire à la place. Donc, je n'en ai strictement rien à foutre des résultats externes sur le court terme. Et si j'en avais quelque chose à foutre, là, je me poserais des questions. Parce que ça voudrait dire que j'ai un problème au niveau émotionnel. Ça voudrait dire que j'ai une faille. Et si tu crois que ce genre de faille est anodine, c'est que tu ne comprends pas comment ton cerveau fonctionne. Ce genre de faille est suffisante pour faire passer ton cerveau en mode toutou et t'empêcher d'accéder à une hauteur de conscience dans laquelle ton génie créatif peut se déployer. En d'autres termes, ça fait jouer la loi d'attraction contre toi. Ça te sort de l'état d'esprit d'abondance. L'état d'esprit d'abondance étant une récompense en soi, en plus d'être un générateur de réussite externe. Pour moi, une personne qui est vraiment dans la bonne direction dans sa vie, elle apprécie être dans cette phase de calme où elle n'a pas encore percé. Parce que c'est là qu'elle peut se concentrer sur l'essentiel. C'est là qu'elle a le moins de pression, c'est là qu'elle est le plus libre de tenter des choses. De plus, elle est bien consciente qu'une fois qu'elle aura réussi d'un point de vue externe, il n'y aura plus de retour en arrière. Elle n'aura plus ce sentiment excitant de devoir réussir. Ça sera fini. Et donc, elle en profite tant que ça dure. Cette phase de montée n'est pas éternelle. Tu ne peux le faire qu'une fois dans ta vie. Comme je vous l'ai déjà expliqué à partir de l'épisode 19, j'ai une approche méditative à la détermination et au développement. Et donc, à réussir plus vite sur le court terme, j'en ai rien à foutre. Je ne vois pas comment ça pourrait me rendre plus heureux. Au contraire, quand j'écoute une musique qui me plaît, j'ai pas envie qu'elle s'accélère. J'ai envie de la savourer. De plus, il y a toujours plus de succès à avoir. Les lignes d'arrivée ne sont que des illusions. Parce que derrière, on redémarre toujours quelque chose. Il n'y a jamais un moment où tu vas pouvoir atteindre un palier et ça va changer ta vie. Tu vas te sentir bien à tout jamais et plus avoir besoin de travailler. Game over. T'as fini le jeu de la vie. Non. Donc chasser les résultats sur le court terme, c'est anti-état d'esprit d'abondance. C'est un truc de hamster névrosé. Motivé par le manque, un vide intérieur, un besoin insatisfait d'être comblé, des attentes illusoires et une compréhension naïve et immature de l'épanouissement. Et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi je dis tout ça, allez voir l'épisode 232 sur la dopamine détox et la façon dont notre cerveau ajuste l'excitation et la récompense. En revanche, je suis fasciné par le long terme. Et c'est probablement pour ça que je me fiche pas mal du court terme. Je suis tellement en avance dans ce que je planifie pour l'avenir, vous n'avez même pas idée. Je considère n'avoir encore rien donné de ce que j'avais à donner. Je ne compte pas mourir et m'arrêter de travailler avant plusieurs décennies. Je suis extrêmement patient et minimaliste. Je n'ai besoin de rien d'externe pour maintenir mon feu intérieur. Je ne valorise pas tous ces trucs superficiels. Je n'ai pas la fantaisie de croire qu'atteindre tel ou tel résultat extérieur va radicalement changer le déroulement de ma vie. Pour moi, les meilleurs trucs dans la vie, ils sont gratuits. Ils coûtent simplement du temps et de l'énergie. Comme le flow, la compréhension et la maîtrise par exemple. De plus, je suis de ceux qui pensent que le travail et la valeur unique sont les grands égalisateurs sur le long terme. Le retour sur investissement des stratégies de marketing, des stratégies de manipulation de la valeur pour obtenir plus de résultats, etc., il est de plus en plus bas avec le temps. C'est ta valeur unique réelle qui finit par jouer et créer un effet de convergence. Et donc le retour sur investissement du travail et de la construction de valeur unique est de plus en plus grand avec le temps. Et ça, j'ai remarqué qu'il n'y a pratiquement personne qui le comprend vraiment bien profondément. Dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel,
beaucoup de gens sont conscients du principe de Pareto. Du principe selon lequel 80% des choses que tu fais sont grosso modo du gâchis d'énergie, parce que l'essentiel de tes résultats vient de 20% des choses que tu fais. Et l'idée qu'on tire souvent de ce principe de Pareto, c'est que tu dois te concentrer à fond sur ces 20% et laisser de côté les 80% qui t'apportent pas grand-chose. Beaucoup de gens sont conscients de ce principe de Pareto, mais ils en ont une vision simpliste. Ils n'arrivent pas à saisir l'imbrication des 80-20 à travers le temps. Et sur ce, on en reparle dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.